Salut les Aspinous, bienvenue sur Asperger et Chien. Dans cette vidéo de promenade de chien, j'ai failli pas la faire. Parce qu'avant de partir, ma femme m'a proposé d'aller faire la promenade avec moi. Et moi je lui ai dit que j'étais un petit peu embêté parce que j'avais l'intention de faire une vidéo de promenade de chien. Ce qui implique qu'elle risque de faire la balade toute seule, pendant que moi je parle devant mon téléphone. Et j'ai senti un petit moment d'hésitation. Mais en fait, je suis embêté parce que j'ai envie de faire une petite vidéo de promenade de chien. Mais Fabrice, dis-moi simplement, est-ce que tu veux faire ta vidéo tranquille ou est-ce que tu veux que je t'accompagne? J'ai envie de faire ma petite vidéo tranquille. Bah voilà, c'était pas compliqué. J'ai failli me laisser influencer. Ce qui rejoint le sujet dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. En fait, c'est un sujet qui m'a été soufflé par une personne sur les réseaux sociaux. Suite à ma dernière vidéo, elle m'a posé une question. À quand une vidéo sur notre capacité à imiter ou à se laisser influencer par l'environnement? Je te remercie, Axel Hem, pour cette proposition. Parce que mine de rien, c'est un sujet qui rejoint pas mal de mes questionnements. J'ai pu vous en parler sur la vidéo sur l'apoptose, également sur l'épisode Crisis. Je me pose énormément de questions sur qui parle quand je dis « je ». Qu'est-ce qui reste de moi quand j'ai enlevé un petit peu le faux self? Suis-je quelqu'un derrière le faux self? Ou finalement, le faux self fait-il partie de ce que je suis? Et peut-être est-il complètement vain de vouloir compartimenter. Il faut peut-être que je m'accepte tel que je suis. Le faux self, c'est un sujet important. D'ailleurs, pour s'interroger sur le faux self, il faut avoir fait de la psychologie ou être en questionnement existentiel. Le faux self, c'est pas forcément une conversation que tu as avec tonton à table au repas du Nouvel An. Moi, jusqu'à l'âge adulte, je me posais pas du tout des questions sur le self, le faux self. Pour moi, le self, c'était l'endroit où je mangeais quand j'étais au collège. Bref, le faux self, c'est une espèce de personnalité d'emprunt pour laquelle tu vas galérer pour t'en affranchir, d'autant plus que tu n'en as pas forcément conscience. En fait, faut imaginer les codes sociaux. Bonjour madame, merci bien, passez une bonne journée, je vous en prie. En gros, toutes ces espèces de politesses que tu vas balancer de temps en temps, alors même que parfois tu les penses même pas et en plus t'en as rien à foutre. Ça, c'est le classique dans la vie de tous les jours parce que tu revêts en permanence des costumes qui correspondent à des espèces de normes du bien conduire en société. Puis en fonction des cultures, c'est pas forcément les mêmes codes. Mais en fait, t'as pleinement conscience que dans ce que tu mets en place, il y a une part de rôle. C'est un costume social. Bah, dans le faux self, c'est pareil, sauf que c'est toute ta personnalité qui est comme ça. Mais genre le truc qui se fait instantanément, comme un réflexe conditionné, qui répond à des espèces de pression sociale, mais qui ne t'a jamais donné l'occasion d'agir autrement. Et toi-même, t'as jamais cherché à questionner ça. En fait, tu vas te retrouver tout le temps dans l'évitement et tu vas fonctionner en collage. Mais le danger, c'est qu'à un moment, tu pètes les plombs. Tu vas complètement décompenser parce qu'au fond, tu sais que c'est pas toi. Bref, pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'à partir du moment où tu prends conscience du TSA, que tu perçois ce que ça implique, à quel point c'est envahissant et à quel point ça conditionne toutes tes relations, tout ton environnement, ton rapport au monde, bah tu te poses des questions sur le petit bonhomme innocent qui jusque-là a tenu jusqu'à présent. Et en fait, si je m'observe de manière un peu rétrospective, notamment au regard des commentaires qu'on a pu me faire par le passé, il y a deux choses qui reviennent. À la fois que j'étais vachement influençable, mais également que je m'adaptais super bien aux situations. C'est-à-dire qu'il y avait un côté en moi qui était complètement éponge, qui se faisait même avoir parfois, mais un autre qui arrivait quand même à se fondre dans la masse, pour éviter les remous. Tu vois, au collège, les copains, ils disaient de moi que j'étais un peu immature et que j'avais pas de personnalité. Tout simplement parce que j'empruntais les personnalités des autres. Tu vois, j'allais m'habiller pareil, je me collais un peu aux goûts musicaux, voire même piquer complètement les intonations dans la manière de parler. Tu vois, si par exemple je discutais avec un sarkozyste, il y a fort à parier que tout d'un coup, je me mettrais à parler comme ça, en disant qu'il faut les nettoyer au Karcher, ces racailles. Bref, c'était une petite blague. Dans tous les environnements où je me retrouvais projeté, j'avais tout le temps l'impression que c'était une personne différente qui agissait, que c'était pas moi, ou du moins c'était une partie de moi. En fait, dans mon entourage, d'aucuns mettaient volontiers en avant que j'avais de grandes capacités d'adaptation. Non mais tu vois, Fabrice, c'est un caméléon. Il s'adapte. Je reconnais que j'arrive à m'adapter à mon environnement. Alors je sais pas si c'est en lien avec le faux self, mais je trouve que ça en fait partie. Pour arriver à s'adapter, il faut quand même de grandes compétences. Ça a beau être un mécanisme de défense, je trouve qu'il faut être quand même super fort pour arriver à se défendre de cette manière-là. Même si c'est pas vraiment toi et qu'à terme tu finis par péter un câble, bah mine de rien, moi je trouve qu'il faut être doué. Parce que ça suppose quand même un fin sens de l'observation, pour repérer les indices, les détails, qui permettent de tirer son épingle du jeu. Et là, ça rejoint les stratégies de camouflage, qui pour moi sont une expression du faux self. Je vous l'avais dit dans l'épisode 2 d'Asperger et Chien. Celui-là, il est vieux quand même. On arrive à se construire des fiches techniques, différentes procédures apprises, des protocoles, liés à la fois à ce que l'environnement nous a enseigné, ou d'expériences qu'on s'est construit soi-même à force d'observation. Et en fait, les moments où on va bugger, c'est surtout les moments où on n'a pas la fiche, ou qu'on n'est plus en état pour trouver la force nécessaire pour faire appel à elle. Genre un peu trop de surcharge. Bon après, il y a aussi les raccourcis qui sont faits qui parfois sont pas bons. Comme ce que je vous ai déjà dit, le fait de s'imaginer que si deux personnes sont devenues amies, tient surtout au fait qu'elles portent la même marque de chaussures. Ça, c'est les petites erreurs de raisonnement. Mais mine de rien, ces grandes capacités d'observation permettent à un autiste d'être un peu passe-partout. Tant qu'on le met pas au centre de l'attention et qu'on lui demande pas son avis. Parce que si on lui demande son avis, le risque c'est qu'il se laisse un petit peu trop influencer. Et je crois que demander à un autiste de se positionner alors qu'il est en permanence dans les postures, bah c'est un petit peu trop demandé. Bref, pour moi, dans cette histoire de faux self, moi je trouve qu'il faut pas seulement le reléguer au titre de mécanisme de défense, d'en faire quelque chose de négatif, comme d'une tare d'un truc lourd à porter, qui entrave une part de liberté et nous empêche d'être nous-mêmes. Parce que je trouve que c'est aussi le témoin d'une grande intelligence. Bon, quand je dis ça, si ça se trouve, je suis en train de me persuader et de me rassurer. Alors je sais pas si mes liens sont bons, mais mine de rien, quand je suis sur scène, que je fais appel à l'improvisation, que j'arrive à m'adapter, ou que je fais part de mes petites observations sur le monde quand je fais du stand-up, bah mine de rien, je trouve que ce sont des vraies compétences, qui n'ont pas attendu des formations théâtre pour se déployer. En fait, c'est l'auto-formation de toute une vie. Je pense vraiment que j'ai été formé à la culture de l'adaptation,
qui m'ont quand même permis de m'insérer et de pas trop en pâtir. Du moins de limiter la casse. Faut juste pas me demander de sourire sur la photo. Ça, j'arrive pas. Alors peut-être que parmi vous, certains se posent la question. Oui mais Fabrice, par définition, un autiste a du mal avec le changement. Alors comment tu peux dire qu'on développe aussi des capacités d'adaptation? Tout simplement parce que dans tout groupe, dans toute situation, il y a des constantes, des schémas récurrents. Et quand tu prends un peu de temps pour observer, tu vois les situations qui se répètent. Et ce qui au départ te surprend, finit parfois par devenir une règle. Bref, ce que je raconte, ça marche pas à tous les coups, mais c'est l'idée. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est parfois difficile pour l'entourage de se rendre compte que l'autre en face, il est autiste, tout simplement parce qu'il se camoufle hyper bien. Et il y a beaucoup d'autistes, en fait, qui sont pas du tout à l'aise avec ça, qui culpabilisent parfois, parce qu'ils ont l'impression d'être passés à côté d'eux-mêmes, d'avoir menti aux gens toute leur vie, quitte à décider de lutter contre ça, alors que mine de rien, c'est aussi ça qui les a construits, et c'est aussi ça qui leur a permis de développer énormément de compétences. Il y a une vraie intelligence là-dedans, qui pourrait pourquoi pas être transposée ailleurs. Je sais pas, on pourrait même l'écrire sur le CV, parce que ça, dans le monde ordinaire, c'est ce qu'on retrouve souvent. Tu sais, tu vois sur les courriers de motivation, grande capacité d'adaptation. Et ben si à côté sur le CV il y a écrit Asperger, tu peux être sûr que pour le coup c'est pas une posture. De temps en temps sur les réseaux sociaux, je vois des articles circuler où on te parle de certaines multinationales qui ont décidé d'embaucher des autistes. Alors à la fois c'est le côté misanthrope, ça fait bien pour l'image de marque, mais ce qui va être mis en avant c'est surtout le fait que les autistes vont être hyper performants dans leur domaine. Oh, ils sont sérieux, ils sont ponctuels, ils ont le sens du détail, et puis ils perdent pas de temps à discuter en salle de pause avec leurs collègues. Et ils bossent les mecs. Bah, moi je trouve qu'on devrait embaucher en priorité des autistes sur la base de toute l'énergie qu'ils ont déployée pour être parvenus à passer entre les mailles du filet une grande partie de leur vie.